à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de la Science. Ce mois-ci, on reçoit Alexia Yuknovski, qui est la fondatrice et la présidente directrice générale de l'agence de communication scientifique Agent Majeur, qui existe depuis 13 ans. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes arrivée là ? Alors, à l'origine, moi, j'ai fait des études de chimie. Je suis ingénieure chimiste et puis après mes études, je suis allée dans complètement autre chose puisque j'ai été consultante pendant 3 ans pour un cabinet de conseil où je faisais de l'organisation d'entreprise, organisation de projet. Et puis j'ai décidé d'arrêter le conseil pour être comédienne pendant 6 ans. Et à l'issue de ces 6 années, je me suis dit non, j'ai envie de faire autre chose encore. Donc, et c'est là que je me suis dit je vais créer quelque chose qui est vraiment spécial, une entreprise qui n'existe pas encore pour le coup, mais qui va pouvoir utiliser mes différentes compétences, mes différentes expériences et puis où je vais pouvoir faire les différentes choses que j'aime. Et c'est comme ça qu'est né Agent Majeur, une agence de communication scientifique, ce qui était vraiment très nouveau à l'époque. Est-ce que vous pourriez définir en quoi consistaient vos différents emplois dans le milieu scientifique, par exemple votre stage chez Chanel ou votre travail de consultante que vous venez d'évoquer ? Quand j'étais chez Chanel, en stage, j'étudiais les interactions contenant-contenu. Donc, en gros, il y a un tube de crème, un contenant en plastique, un contenu qui est une crème, et on veut voir comment ils interagissent et comment ça vieillit au cours du temps. Donc ça, c'était un travail de pur chimiste, quoi, voilà, de savoir qu'est-ce qui se passe. Quand j'étais chez KPMG Consulting, donc là c'était de l'organisation d'entreprise, organisation de projet. Ça veut dire quoi concrètement ? Par exemple, j'avais fait une mission chez Peugeot où on analysait leurs différents processus de travail, on essayait de voir où est-ce que ça coinçait, qu'est-ce qui dysfonctionnait, et puis on essayait de trouver des actions correctives pour que ça marche mieux et que les gens soient plus efficaces dans leur travail. J'avais fait une autre mission chez General Electric où là c'était les aider à déployer un outil dans plusieurs pays, donc faire en sorte que techniquement dans ces pays-là on soit capable de mettre en place ce nouvel outil puisque c'était un logiciel, et puis avoir les personnes qui soient correctement formées et puis toute l'organisation que ça demandait un projet de ce type-là. Donc voilà, c'est le genre de mission que je menais quand j'étais consultante, donc quelque chose qui n'a vraiment aucun rapport avec mes études de chimiste d'origine. Oui, je l'avais pas forcément réalisé. Donc aujourd'hui, vous avez fondé et vous dirigez Agent Majeur, comme on l'a dit au début. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que vous faites un peu plus exactement, par exemple nous raconter une semaine typique chez Agent Majeur ? Alors la semaine typique, il y en a pas parce que ça dépend complètement des missions. Donc en fonction des missions du moment, qui vont être plus ou moins prenantes, qui vont être plus ou moins urgentes, on va avoir un emploi du temps qui va évoluer. En ce moment, par exemple, nous, on travaille sur un événement qui va avoir lieu fin novembre, qui est une conférence recherche et qui est un événement hybride. Et donc on forme les conférenciers, donc les chercheurs qui doivent présenter leurs travaux, et puis on organise l'événement en lui-même, donc c'est-à-dire la partie présentielle, puisqu'un événement hybride c'est les deux, puis la partie digitale en ligne avec un webcast pour pouvoir visionner l'événement. On travaille là demain, on a une formation en Autriche qui débute. Enfin, c'est beaucoup des missions internationales. Là, cette conférence recherche c'est en anglais aussi, et c'est des clients qui sont dans le domaine scientifique, qui font de la recherche, de l'innovation. Donc ça, c'est le genre de mission qu'on mène. Mais ensuite, évidemment, moi, comme je suis chef d'entreprise, j'ai plusieurs casquettes, j'ai un peu toutes les casquettes. Donc, en l'occurrence, je dois faire en sorte que en interne, chez Agent Majeur, les choses avancent. Donc, à la fois, il y a du management d'équipe, potentiellement, faire en sorte que tout le monde ait des tâches à effectuer pour faire avancer, on va dire, l'agence. Il y a toute la partie communication d'Agent Majeur. Donc, évidemment, nous, on est une agence de communication, mais nous aussi, on a besoin de communiquer et de se faire connaître. Toute la partie RH, recrutement, toute la partie administrative, les contrats, être payé, enfin tout ça, voilà, il y a tout ça qu'il faut veiller à ce que ça avance correctement. Donc c'est le travail typique d'un chef d'entreprise. Et puis il y a une autre partie, qui est, on va dire, la vision d'entreprise. Qu'est-ce que moi je veux pour Agent Majeur ? Quelle mission je voudrais qu'on fasse ? Quelles sont les tendances et dans quelle direction je voudrais aller ? Donc quelque part, une semaine type, il n'y a pas nécessairement toujours ça. C'est vrai que la question de la vision, c'est pas tous les jours non plus, mais c'est aussi important parce qu'une entreprise, c'est aussi la réalisation d'une vision qu'on a eue au préalable. D'accord. Et cette vision, elle a changé, j'imagine, depuis 13 ans ? Oui, elle a changé depuis 13 ans. Et au départ, on était plus orienté sur tout ce qui était formation à la communication pour les scientifiques et en particulier les chercheurs. Et puis au fur et à mesure, on a développé d'autres métiers, et c'est comme ça qu'on est devenu une agence de communication scientifique. Donc quelque chose qui n'existait pas, mais qui a évolué au cours du temps en fonction des compétences qu'on avait, mais aussi des demandes qu'on recevait de la part des clients. Ces dernières années, il y a beaucoup de personnes qui se lancent ou qui se sont lancées dans la communication scientifique directement après leur master
ou leur thèse, bref, directement après la fin de leurs études scientifiques. On vous invite à écouter nos épisodes précédents parce qu'on a quelques exemples. C'est pas le cas pour vous, pourquoi ? Alors, je voudrais pas faire le vieux dinosaure, mais enfin bon, moi j'ai fini mes études il y a un certain nombre d'années, et à l'époque, d'abord moi je savais même pas qu'il y avait des métiers autour de la communication scientifique, je savais pas qu'il y avait des formations dans ce domaine-là, et il y en avait très 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 peu. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait ce genre de spécialité. Par contre, c'est pas pour ça que je la conseille pas aux gens qui veulent s'orienter vers ce genre de métier aujourd'hui. Ce qu'on constate aussi aujourd'hui, c'est que la communication scientifique, c'est un domaine qui est de plus en plus reconnu. Par exemple, en doctorat, on a de plus en plus de formations à la communication scientifique. Si on en croit les acteurs et les actrices de la communication scientifique, c'est une évolution qui est plutôt récente. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Alors moi, ça fait un moment que je reçois des CV de doctorants, docteurs, donc ça, je peux pas dire que ça me paraît très récent. Par contre, effectivement, ce qu'il faut dire, c'est que quand moi j'ai commencé, il y a 13 ans, à Jean Majeur, donc communication scientifique, ce que je voyais comme réaction chez mes clients potentiels, c'était le pourquoi il faudrait qu'on communique, à quoi ça sert, on le fait déjà. Donc c'était pas un enthousiasme débordant, donc il a fallu quand même un petit peu évangéliser le marché, parce que c'était un petit peu en avance de phase, et que c'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt le comment on va faire, et puis il y a beaucoup de gens qui nous contactent directement, voilà, donc j'ai plus beaucoup de commercial à faire, ça c'est plutôt pas mal. Donc le marché a beaucoup évolué. Donc ça c'est très positif pour ceux qui veulent s'orienter dans ces métiers-là, parce qu'il y a évidemment davantage de possibilités. Après, il faut quand même avoir à l'esprit qu'il y a moins de postes à pourvoir que de personnes qui veulent aller dans ces métiers-là. Et donc, pour pouvoir sortir du lot, qu'on soit, même si on est docteur, il faut pas être juste docteur, même si être docteur c'est déjà énorme, et ça j'en suis bien consciente, mais potentiellement par rapport à d'autres profils d'autres candidats, ce sera pas suffisant. Donc moi, ce que je regarde quand je reçois un CV, c'est effectivement les études que la personne a faites, mais aussi est-ce qu'elle a fait d'autres choses en matière de communication. Donc si elle a uniquement un parcours scientifique, est-ce qu'elle a une formation complémentaire en communication scientifique, oui ou non, ça ce sera un plus. Est-ce qu'elle a eu des activités extrascolaires ou extra-étudiantes ou extra-thèses, parce que c'est plus vraiment ni scolaire ni étudiant, mais enfin, qui sont autour de la communication, donc que ce soit là ce que vous faites en ce moment, c'est-à-dire un podcast, que ce soit un blog, que ce soit enfin d'autres types d'activités, des vidéos, des réseaux sociaux, enfin, est-ce que ces personnes ont eu une activité en plus de leur vie de docteur dans le domaine de la communication scientifique, et c'est ça que je vais regarder. Et donc au final, bien entendu, les profils qui vont être privilégiés, c'est les gens qui ont et le diplôme scientifique, et le parcours en communication scientifique, et les activités extra-professionnelles là-dedans. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout, mais en tous les cas, si vous avez juste le doctorat, et je sais que c'est déjà énorme, hein, c'est pas du tout péjoratif, mais si vous avez seulement ça, ça veut dire que par rapport à d'autres candidats, vous aurez un profil qui sera moins attractif. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est-à-dire que si c'est vraiment un domaine dans lequel vous voulez aller, alors il faut préparer l'avenir et montrer que c'est quelque chose qui vous passionne, que vous êtes compétent, et puis apprendre, parce que en vérité, en faisant ce qu'on fait, même si on le fait au niveau amateur, on apprend, on fait des erreurs, on progresse, et donc déjà on sait faire des choses que la thèse seule ne peut pas vous apprendre. Vous avez parlé du recrutement et des employés d'Agent Majeur. On n'a pas dit au début que vous êtes combien à travailler à Agent Majeur ? Alors, on est 4 permanents. Et puis ensuite, il y a des freelances qui sont dans l'équipe. Donc c'est vrai qu'on n'a pas une activité de recrutement, on va dire de salariés régulière, ça non. Par contre, des freelances très souvent, parce que on peut avoir besoin de compétences spécifiques qu'on n'a pas déjà, de se dire y a des gens qui parlent bien anglais par exemple, ça d'une manière générale pour nous c'est hyper important. Et puis des gens qui soient capables de nous apporter une compétence particulière qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas assez, parce que parfois on peut avoir besoin du même profil en même temps pour plusieurs clients. Donc vous parlez des clients, donc moi j'imagine que c'est les chercheurs, les instituts de recherche. Est-ce que vous pouvez nous dire de qui il s'agit ? Alors nos clients, ça peut être soit des... Nous, on travaille à la fois pour la recherche publique et la recherche privée. Dans le domaine de la recherche privée, on peut avoir un client qui est un directeur d'un département de recherche ou un directeur R&D ou recherche et innovation, qui est quelqu'un qui a travaillé à la communication, soit la communication R&D, soit la communication de l'entreprise directement. Ça peut être directeur communication ou directrice, hein, évidemment. Hein, je dis tout en masculin, mais ça sous-entend que ça pourrait être une femme aussi, hein.
soit aussi c'est des gens qui sont à la formation, puisque comme nous on a toute une partie de nos prestations autour de la formation à la communication orale ou à la communication écrite, et ben on peut avoir des personnes des RH qui nous contactent. Donc ça c'est les différents types de profils. Dans le public, c'est un peu les mêmes, hein. Il y a aussi des personnes de la formation, il y a aussi des personnes qui s'occupent de la recherche, ou qui dirigent des instituts de recherche. C'est les différentes typologies de clients qu'on peut avoir. C'est intéressant pour nous, en tout cas, d'avoir cette multiplicité de clients qui sont à la fois dans le public et dans le privé, et qui sont dans plein de sujets différents. Et moi, c'est aussi ça ce qui m'amuse dans mon métier, et c'est le fait d'aborder plein de sujets différents, de plein de façons différentes, avec plein de supports différents. On peut faire des vidéos, on peut faire des sites web, on peut faire des événements, on peut réfléchir à des stratégies de communication, on peut accompagner des gens pour qu'ils soient meilleurs eux-mêmes dans leur communication, dans leur rédaction. Pour moi, c'est l'idéal, parce que j'ai pas du tout l'impression de m'ennuyer, c'est toujours différent, et c'est ça qui m'intéresse. Donc je pense que ce sera la dernière question de cette première partie. Vous avez parlé tout à l'heure d'un changement de paradigme en fait auprès de vos clients sur leur vision de la communication scientifique, les raisons pour lesquelles ils en faisaient. À quoi vous attribuez ce changement de paradigme ? Pourquoi aujourd'hui il y a davantage de demandes? À mon avis, c'est la combinaison de deux facteurs. D'un côté, il y a les besoins de financement, c'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile d'obtenir des financements pour ces recherches, il y a de plus en plus de concurrence, et que donc c'est évident pour les acteurs de la recherche qu'il faut qu'ils communiquent bien pour être ceux qui vont obtenir les financements. Ça, c'est vraiment important. Et puis il y a un autre volet aussi sur ça, c'est que c'est la communication vers le grand public. En ce moment, il y a la fête de la science, mais il y a plein d'autres événements de ce type qui prennent beaucoup d'ampleur, et où les scientifiques sont amenés à communiquer auprès du grand public de plus en plus, à de plus en plus intervenir dans les médias. On l'a vu pendant la crise du Covid, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on leur demande de davantage s'exposer auprès du grand public, et ces deux facteurs font que y a davantage d'envie de travailler sur la communication de la science et de la recherche. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses sur cette première partie, donc sur votre vie professionnelle actuelle et passée, sur le contexte professionnel dans lequel vous travaillez. On vous retrouvera la semaine prochaine avec les questions de la deuxième partie.